Alors quand on prend un peu de hauteur sur notre vie, on réalise que le vrai changement, celui qu'on cherche, celui qu'on désire, eh bien il ne se produit pas quand on change le décor ou les acteurs, mais quand on ose changer le scénario lui-même. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode de podcast aujourd'hui. Bienvenue dans le hameau de la reine, le podcast des femmes qui veulent transformer leur quotidien en royaume créatif, intime et somptueux. Je suis Valérie, connectée au rythme des saisons, révélatrice de beauté, créatrice de mobilier et d'accessoires en carton, de style Louis XVI, et peut-être ta nouvelle complice créative. Dans ce podcast, je t'invite dans mon univers, un chemin fait de gestes simples, d'inspiration subtile, de création intuitive et de foi en la magie de la vie. On parle ici de manifestation, de rythme naturel, de lieu de vie qui révèle l'âme, d'autonomie joyeuse, d'intuition et de comment créer un écosystème où ton plaisir personnel devient source d'abondance. Si tu rêves de vivre à ton rythme, dans un espace qui te ressemble et te ressource avec douceur, sens et magnificence, tu es au bon endroit. Prépare ta tasse de thé, ton carnet ou ton ouvrage du moment et entre avec moi dans le hameau. Alors je vous rappelle qu'on est en train de dérouler les 12 étapes du voyage du héros qu'a raconté Joseph Campbell dans son livre, et que ces 12 étapes, en fait, je vous les relate à travers mon aventure entrepreneuriale. Mais il faut bien prendre conscience que ce que je vous raconte à partir de ma propre histoire, en fait, vous pouvez le transposer à n'importe quel domaine de votre vie qui vous permet de vivre un profond changement, un grand changement, on va dire, dans votre environnement extérieur, mais également un profond changement personnel, un profond changement intérieur. Alors, il faut savoir que à cette étape, cette 4e étape, le héros que nous sommes, eh bien, ne peut pas entrer dans l'inconnu qu'on appelle le monde extraordinaire, par opposition au monde ordinaire dans lequel il vivait. Donc, il ne peut pas entrer dans l'inconnu avant d'avoir rencontré un mentor, un guide, ou reçu une révélation. Et on sent bien ce moment particulier dans les contes, dans les histoires, dans les films. C'est vraiment ce moment où il y a un objet magique qui apparaît ou un personnage clé. Et en fait, dans nos vies, eh bien, ça peut être une idée qui vient à nous, un livre, une idée qui nous est suggérée, un livre, un mot entendu, une rencontre avec un personnage qui fait que on va basculer vers autre chose. Mais avant de basculer, il faut qu'il y ait cette rencontre. Et donc cette 4e étape, eh bien, c'est la rencontre du mentor. Moi, ma rencontre du mentor, il a fallu quelques éléments préalables pour qu'elle puisse avoir lieu et pour que je puisse reconnaître en fait ce mentor. Parce que en fait, c'est ça, c'est des mentors, quelle que soit leur forme, on en a continuellement autour de nous. Mais à ce stade du voyage, donc de notre transformation, il faut être en capacité de reconnaître le mentor. Et moi, il y a eu 2 choses en fait qui m'ont permis de le rencontrer. La première chose, c'est que j'ai beaucoup déménagé. Donc j'ai créé mon entreprise, j'habitais à Tours. Donc ça, c'était chez moi, c'était mon monde ordinaire. Et puis j'ai eu l'occasion de déménager dans le sud. Alors c'était un vrai désir pour moi, mais je dirais que la façon dont ça s'est fait, c'était pas serein. En réalité, j'ai quitté Tours, j'ai fui Tours pour plonger dans ce que j'apparentais à être ma vie idéale. Donc pour moi, c'est vrai que vivre dans le sud, c'était une consécration, quoi. J'avais le sentiment d'avoir réussi ce que je voulais accomplir. Et professionnellement parlant, il se trouve qu'avec mon déménagement, alors en plus je vivais dans une maison, c'était une belle bâtisse Renaissance, avec un grand atelier de plus de 40 mètres carrés. Enfin, pour moi, je me dis, mais waouh, là, ça y est, il s'est passé quelque chose. Bon, sauf que fallait pas trop se fier aux apparences, parce que cette belle bâtisse, en fait, c'était
C'était un gouffre énergétique. Tout l'argent que je rentrais en travaillant là-bas, il passait dans le chauffage, enfin vraiment dans des charges. C'était juste hallucinant. Je continuais de travailler dur pour finalement voir l'argent que je gagnais partir littéralement en fumée. Donc cette maison, aussi belle soit-elle, et vraiment, enfin franchement, c'était... pour moi, cette maison, ça semblait être une évidence, elle m'appelait, et je pense qu'elle a eu son importance quand même, parce que, enfin, je ne sais pas si tu imagines ce que c'est qu'une bâtisse Renaissance, avec des fenêtres en pierre, à meneaux, il y avait un escalier à l'intérieur, c'était un escalier à vis en pierre. Enfin, cette maison, elle avait quand même plus de 200 ans, et donc elle était chargée d'une histoire. Et dans cette maison, en fait, moi quand j'ai quitté Tours, je commençais à avoir les balbutiements en fait, du style de mobilier et accessoires en carton que je créais. À savoir aujourd'hui, je crée du mobilier accessoire en carton de style Louis XVI. J'ai un environnement très féminin, très à la Marie-Antoinette. Et donc quand je suis arrivée dans cette maison, c'est comme si j'avais trouvé l'écrin pour faire jaillir en fait mon style signature. Et c'est d'ailleurs dans cette maison qu'est née ma fameuse table Louis XVI. C'est une petite table ronde, grise, patinée, avec un petit peu de toile de Jouy sur le bord, puis voilà, qui est faite en carton et puis qui a toutes les caractéristiques du style Louis XVI, avec le pied cannelé, la petite rosace fleurie. Enfin, vraiment, ma signature entrepreneuriale est née dans cette maison. Donc oui, je faisais du chiffre d'affaires dans cette maison, mais il repartait complètement en fumée. Mais en même temps, cette maison, cet écrin, m'a permis de donner naissance à ce qui fait aujourd'hui l'essence de Mobilier dell'Arte. Donc malgré tout, c'est un peu la mort dans l'âme que je quitte cette maison parce que c'est juste financièrement pas possible, quoi. Je dis mais je travaille autant pour rien quelque part. Donc je quitte cette maison, je reste dans le même village, j'arrive dans une maison traditionnelle, une maison neuve de lotissement avec un garage. Donc c'est-à-dire que mon atelier de 40 mètres carrés se transforme en un garage que j'aménage pour pouvoir continuer d'accueillir et faire donc du coup des stages. Et ça se fait, ça se fait. C'est sûr que c'était pas le même standing, mais j'avais du mal à comprendre à l'époque que finalement c'était pas l'écrin qui faisait la valeur de mon travail. Et moi j'étais vraiment là-dedans à l'époque. C'était ce que j'enseignais, mon savoir-faire avec cette spécificité qui avait de la valeur. C'était pas le lieu dans lequel je le faisais. Mais bon, j'en étais pas là du tout, comme je disais dans l'épisode précédent, je crois, j'avançais pas avec le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Bon bref, il y a pas que la vie entrepreneuriale, il y a aussi des choses qui nous arrivent dans la vie. Moi, il y a eu un moment vraiment marquant et douloureux dans ma vie à ce moment-là. Où je m'écroule, je m'effondre et j'éprouve le besoin en fait de me rapprocher de ma famille. Et en même temps, me rapprocher de ma famille, c'était revenir à Tours. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi. J'avais l'impression de revenir avec un sentiment d'échec. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais quitté Tours, non pas pour aller vers quelque chose, je dis bon, c'est un choix et j'ai réussi ce que je voulais faire, j'ai fui Tours. Et revenir à Tours, pour moi, c'était avouer que j'avais perdu quelque part. Et pas que financièrement parlant, pas que professionnellement parlant, j'avais perdu tellement d'autres choses. Donc je choisis quelque chose qui n'est pas trop loin de Tours parce que c'était pratique pour mes enfants, mais qui n'était pas Tours, et c'est comme ça que je me retrouve à suspense à Poitiers. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de choisir cette ville et puis surtout le lieu dans lequel j'ai vécu, parce que très honnêtement ça ne me ressemblait pas. D'ailleurs, quand j'ai fait mon déménagement, qui était une épreuve physique, c'est moi qui finalement ai dû conduire le camion, qui était très très chargé. Enfin, c'était vraiment quelque chose. J'arrive, je pose mes cartons dans cette nouvelle maison, et les cartons, j'ai même pas ouvert le premier, que dans ma tête, j'ai une chose, une fulgurance, c'est je veux retourner dans le sud.
Et en fait, j'ai passé plusieurs années à Poitiers. Je crois que j'ai dû passer 6 ans, 6-7 ans. Mais pendant 6-7 ans, je ne sais pas si vous imaginez, mais je n'avais qu'une idée en tête, c'est retourner dans le sud. C'est complètement dingue quand on y pense. Avec le recul et avec toute cette prise de hauteur dont je suis capable aujourd'hui, je comprends que cette maison, en fait, tout son environnement traduisait là où j'en étais dans ma vie. C'était une maison qui franchement, qui était cheap, quoi. C'était pas... Les gens, quand ils venaient chez moi, ils disaient « Ah, c'est mignon et tout », ouais, parce que très vite, j'ai enlevé le papier peint, très vite, j'ai donné un style, en fait, à cette maison. J'ai mis ma patte, mon empreinte. Et c'est ce que mon savoir-faire me permet de faire. Aujourd'hui, quand je crée du mobilier, des accessoires en carton, je réalise que n'importe quel lieu, quel qu'il soit, j'ai la capacité de lui donner quelque chose qui a une certaine beauté, en fait. Mais voilà, bon, les gens venaient chez moi et ne voyaient pas ce que moi je voyais de cette maison. Moi, cette maison, aujourd'hui, je traduis à quel point elle reflétait cette estime de moi qui s'effondrait d'expérience en expérience, d'année en année, et que finalement elle disait ben voilà, tu ne mérites que ça. Et cette maison aussi, géographiquement, c'était super intéressant où elle était, alors très pénible à vivre, mais très intéressant parce que elle était à un très grand carrefour dans Poitiers, donc très passager, mais en fait elle était sur une pointe et ce carrefour, ce trafic perpétuel était vraiment agressif pour moi, c'était insupportable. À cela s'ajoutaient les avions qui passaient toutes les 7 minutes au-dessus, enfin c'était vraiment l'enfer. Mais quelque part, cet environnement extérieur, il traduisait bien que j'étais à un carrefour de ma vie. Et que c'était pas anodin, cette pensée qui m'est venue de suite quand j'ai posé mes cartons, dire en fait, ça y est, je suis là, mais c'est une étape intermédiaire, je veux retourner dans le sud. Ce que j'ai fait après, puisque j'enregistre ce podcast depuis l'Ardèche. Mais on n'en est pas là, on en est à cette 4e étape du voyage du héros où il va y avoir la rencontre du mentor. Je voulais te parler de mes déménagements parce que c'est super important que tu réalises que de déménagement en déménagement, mon espace professionnel se réduit comme peau de chagrin. Donc ma dernière maison dans le sud, j'avais un garage et là en arrivant à Poitiers, je n'ai même plus de garage. Alors oui, on a une petite cour, il y a une espèce de dépendance mais on n'y met rien parce que la pluie passe à travers. J'ai une cave quand même qui est saine. Je peux y stocker toute ma matière première. Et ça, franchement, c'est pas rien, c'est précieux. Donc je tente, je dédie une pièce de cette maison à la possibilité d'animer un stage. Et donc j'accueille mon premier stage et là je réalise que c'est pas possible, quoi. Le lieu ne s'y prête pas, la luminosité ne s'y prête pas, l'espace ne s'y prête pas, on circule pas, c'est la disposition des pièces, ne serait-ce que l'accès à un point d'eau, des toilettes et tout était trop mélangé en fait à mon espace personnel, ce qui n'était pas le cas dans mes autres habitations. Et là je me dis non, c'est juste pas possible, quoi. Et il fallait que ce contexte en fait se mette en place pour que je puisse reconnaître le mentor qui allait arriver dans ma vie. Alors, moi, ça s'est passé de cette façon, très simple. Donc, je rappelle que juste avant, je m'étais recréé un espèce de site internet en travaillant jour et nuit pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, ce truc-là, histoire de retrouver une certaine visibilité. Entre-temps, les blogs sont arrivés, donc j'ai créé un blog, c'était plus facile à gérer pour moi. Enfin bon, bref, je reconstruisais une espèce de présence sur internet. Et en même temps, on n'avait pas tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, mais Facebook était là et j'utilisais Facebook. Alors, pas du tout dans le cadre professionnel, mais disons, je l'utilisais à titre personnel, mais tout se mélangeait en fait dessus. C'était un moyen d'être en contact finalement avec d'autres personnes. Et c'est par l'intermédiaire de Facebook justement qu'un jour je vois une publicité
Je crois que c'était pour le sommet de la liberté. Je me suis pas sûre du nom. Pourtant, c'est le nom qui me revient. Enfin, peu importe, on va dire que c'était le sommet de la liberté. Et dans cette publicité, enfin, la présentation disait qu'on allait pouvoir accéder à tout un tas de conférences, des conférences ateliers. Et c'est fou parce que moi, quand je voyais les titres des conférences et tout, alors je connaissais aucun des intervenants, hein, mais je dis, oh là là, mais en fait, ça répond tellement à mes problématiques aujourd'hui. Donc je clique sur la pub, c'était super simple, j'avais juste à remplir mon prénom, mon email, et là, oh magie, ça m'emmène directement sur une page où il y a une vidéo avec une personne qui me souhaite la bienvenue dans le sommet de la liberté. Ça va commencer à telle date, ça va durer, je sais plus, une dizaine de jours. Et puis la personne parle du programme qu'on peut télécharger et tout. Enfin, il y a deux choses qui se passent pour moi là dans ma tête. C'est à la fois je suis émerveillée par le processus. J'ai juste rentré un prénom et un email. Et je commence à vivre une aventure quelque part, et en même temps émerveillée par le contenu auquel j'ai accès, parce que c'était du contenu qui parlait d'entrepreneuriat, mais pas que, hein, il y avait aussi des thématiques très personnelles, hein, sur la façon justement dont on apprend, dont on peut structurer un contenu. Enfin, vraiment, il y avait tout un tas de sujets qui me fascinaient. Donc j'entrais dans une forme, on va dire, d'entrepreneuriat, et à la fois j'entrais dans le monde du développement personnel. Et alors du coup, le sommet de la liberté approche. Moi, je suis avec donc, mes 3 enfants à cette époque-là. Et je dis aux enfants, je viens de découvrir quelque chose, c'est juste incroyable. Je sais, je sens que là-dedans, je vais avoir les clés pour mettre des choses en place professionnellement et arrêter de travailler comme une damnée comme ça. En clair, je vais retrouver du temps pour moi, pour nous, on va pouvoir faire autre chose, avoir des week-ends, enfin, avoir des activités, et mon travail ne va plus me phagocyter, en fait, comme ça. Donc je leur dis, est-ce que c'est OK pour vous? Pendant ces 10 jours, je vais préparer des choses à manger d'avance. Comme ça, on aura juste à réchauffer vite fait, mais ce sera un peu pique-nique. Est-ce que c'est OK pour vous? Et bon, j'ai des enfants juste extraordinaires, des enfants en or. Des, mais oui, oui, maman, mais oui, on croit en toi, mais oui, c'est bon, vas-y, vas-y. Donc je prépare tout ça. Le sommet a lieu. Je suis juste émerveillée par le contenu auquel j'accède. Je commence à comprendre des choses sur ma façon de fonctionner. Je vois des portes de sortie, une autre façon de travailler. Et alors le principe de ces sommets, c'est qu'on a accès à du contenu de valeur gratuitement. Mais évidemment, les intervenants nous proposent après, derrière, de poursuivre l'aventure avec eux de manière payante. Alors, on ne suit pas tous les intervenants, mais moi, il se trouve qu'il y a eu une personne qui a attiré particulièrement mon attention, puisqu'elle promettait de nous accompagner pour créer une entreprise qui avait une présence, donc du coup, en ligne, sur le web, qui nous promettait aussi d'automatiser, on va dire, une partie ou la totalité de notre activité professionnelle. Alors, ça a été vite dans ma tête parce que je dis, mais en fait, moi, automatiser, je suis artisan d'art et je ne peux pas automatiser ce que mes mains font. Mais à cette époque-là, en fait, mon activité s'était développée sous cette forme, c'est que j'avais 50% de mon chiffre d'affaires qui était généré par la création de mobilier accessoire, donc pour des particuliers, des professionnels, des magasins, et 50% qui étaient dédiés en fait à l'enseignement de mon savoir-faire. Donc je faisais des ateliers en présentiel. Et si je ne pouvais pas en fait automatiser la création, c'est quand c'est moi qui crée un meuble sur mesure, je me dis mais en fait je vois complètement la possibilité d'automatiser en fait l'enseignement de mon savoir-faire, c'est-à-dire les ateliers. Et je sentais que c'était possible, je ne savais pas du tout comment, parce que je faisais une expérience là où c'était simple, j'avais accès à des enseignements en ligne. J'étais chez moi, on était des milliers de personnes chez nous à vivre quelque chose de transformateur quelque part. C'était tellement nouveau et enthousiasmant. Donc cette personne qui retient mon attention,
Pour moi, c'est un super gros investissement. C'est pas une petite formation à 300 euros. C'était, je crois, je sais plus, à l'époque, c'était peut-être 2000 euros, peut-être, oui, c'était peut-être ça. Donc, c'était un très, très gros investissement. Là où, quelque part, c'était aussi un risque, parce que j'avais la moitié de mon chiffre d'affaires, quelque part, qui était amputé, vu que je n'avais plus d'atelier à ce moment-là. Mais je sentais qu'il y avait une porte de sortie, quoi, possible. Et donc, à ce stade de ma vie, je suis passée pendant un temps de l'épuisement, de ce moment où finalement je détestais mon activité à force de forcer, de faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, je vous disais, en fait, il y avait 3 red flags auxquels je n'ai pas été attentive. Le premier, c'était mon environnement humain extérieur qui... Vraiment, j'avais été très perméable à ça, au fait que c'était difficile d'être artisan d'art, c'était difficile de générer des clients, alors que c'était pourtant pas au début mon histoire, mais malgré tout, la graine était semée, arrosée, et j'ai fini par y croire, et j'y ai tellement cru que ma réalité est devenue ça, c'est qu'il fallait vraiment travailler dur, et je travaillais dur. Donc j'étais vraiment dans quelque chose où je devais continuellement forcer. J'étais dans un environnement humain que j'avais accepté et choisi, qui a fait que j'ai semé cette conscience du manque, cette nécessité de devoir faire quelque chose de pénible pour pouvoir mériter. Et puis, c'est le troisième élément, c'était que j'arrosais continuellement un ennemi, on va dire, domaine de ma vie, c'est-à-dire le domaine professionnel et puis familial qui se réduisait à être présente pour mes enfants. Donc c'est vrai qu'à ce stade-là, on sent on se dit, il y a une bascule pourtant, je veux dire, avec ce mentor que je rencontre. Mais en fait, le changement, on va dire, il est pas encore à ce niveau-là. Parce que la vraie problématique, c'était quoi? C'était cette conscience du manque, c'était cette croyance qu'il fallait travailler vraiment dur pour réussir. Et puis la problématique, c'était que j'arrivais pas en fait à fermer la porte de mon espace de travail et que j'étais continuellement en train de bosser. J'avais plus de temps pour moi. C'était fini ça. Donc certes, je n'avais plus d'atelier pour exercer mon artisanat d'art, mais j'avais créé un nouvel atelier, c'était un atelier mental, où je devais du coup produire, réussir, optimiser encore et encore. Donc finalement, ce travailler dur, parce qu'on aurait pu se dire, oui du coup, mais si je fais plus d'atelier en présentiel, logiquement j'ai 50% de mon temps qui redevient libre, et j'aurais pu le prendre, ce temps, pour me poser, pour dire vers quoi je veux aller, prendre du temps pour moi, me ressourcer. Mais non, j'ai laissé mon atelier physique pour créer un atelier mental. Alors lui qui tournait à 1000 à l'heure, et non-stop. Même quand je dormais, il n'y avait pas de pause, parce que mais je me réveillais le matin, j'étais aussi épuisée que la veille quelque part. Alors vous savez que je vous raconte toujours mon histoire, mais pas juste pour me raconter, simplement pour que ça fasse écho à peut-être quelque chose de votre histoire. Et à ce stade de l'épisode, mais j'ai envie de vous demander, et vous quoi? Est-ce que vous avez déjà changé quelque chose d'important dans votre vie, mais en découvrant que finalement vous viviez toujours la même histoire, juste en ayant, vous aviez changé le décor, changé les personnages, mais finalement le scénario était toujours le même. Parce que, à bien y regarder, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Mon décor, c'était quoi? C'était, j'avais un atelier physique. Là, j'arrive à Poitiers, je n'ai plus d'atelier physique, mais j'ai un atelier mental juste de dingue. Les acteurs, oui, c'était plus les mêmes. J'étais entourée d'artisans et d'artisans d'art, et là, je me retrouve d'entrepreneurs qui veulent donc du coup développer quelque chose, une entreprise, en ligne. Alors, il y avait beaucoup de coachs, de thérapeutes. On était finalement très très peu de formateurs, d'artisans. Donc j'étais déjà un peu atypique, mais malgré tout, on avait tous ce même désir, c'était
Pour certains, ils démarraient de zéro, pour d'autres, ils étaient, comme moi, dans une situation où il fallait changer quelque chose. Donc on avait tous cette nécessité, ce désir, ce besoin de créer une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, mais en même temps, pas simplement ça, parce que si le but c'est ça, je dirais, mon but était accompli. Non, le but c'était au-delà de ça, c'était, oui, générer du chiffre d'affaires, mais en même temps, avoir une véritable qualité de vie. Et on aspirait tous à cela. Donc on voit bien que le décor, les acteurs ont changé, mais le scénario était toujours le même, parce que finalement, mes journées étaient toujours remplies d'un travailler dur pour réussir. Alors cette fois, c'était réussir cette formation, parce que je me dis, mais cette formation, c'est la solution, c'est la clé. Mais en fait, mon quotidien était toujours le même. Mais ça, j'ai mis des années avant de le voir. En fait, pour tout vous dire, si j'enregistre ce podcast aujourd'hui, c'est parce que sur cette dernière année, ces 2 dernières années, j'ai pris tellement de hauteur, on va dire, sur tout mon parcours professionnel, et que là, actuellement, je suis en train de remettre Mobilia dell'Arte sur le devant de la scène, mais Mobilia dell'Arte 2.0, enfin, avec toutes les transformations qu'il y a eu, on est plus à 10.0 aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas juste créer du mobilier et accessoires en carton. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que oui, ça c'est mon savoir-faire. C'est une des choses qui traduit ma valeur, la valeur que j'ai en moi. C'est quelque chose que je peux enseigner, que je peux transmettre parce que ça a de la valeur pour les autres. Mais au-delà de ça, mon entreprise Mobilia dell'Arte, du coup j'ai choisi un nom de marque qui chapeaute tout ça, Vivre ma vraie nature, parce que c'est plus que Mobilia dell'Arte aujourd'hui. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment de toucher les femmes créatives et de dire que vous avez un savoir-faire, il a de la valeur. Ok. Développez-le, utilisez-le pour vous, déjà. Si vous trouvez du plaisir à faire cela, mais faites-le. Et faites-le savoir aussi derrière, parce que votre plaisir, en fait, va apporter des opportunités derrière. Alors, pas forcément pour devenir entrepreneur. Moi, ce qui s'est passé, et en fait, le plaisir que j'avais à créer, le plaisir que j'avais à chercher les limites à chaque fois du carton, et j'en parlais, a fait que les gens m'ont dit « Ah, mais tu ferais pas des stages ?» Et c'est comme ça que j'ai développé les stages. Après, finalement, mon entreprise, moi, elle a développé et marché simplement en créant du mobilier, des accessoires en carton. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « De toute façon, on peut s'en sortir qu'en faisant des formations. » Non, c'est faux. On réussit avant tout à travers notre savoir-faire, quoi. Et l'objet de l'entreprise, c'était vraiment de créer pour les autres. Après, voilà, il y a eu l'enseignement. Ok, c'est venu en plus. Mais sinon, si on ne fait qu'enseigner, on n'est juste que des passeurs et on ne crée pas véritablement de valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas en train de rayonner notre propre lumière, parce que ce savoir-faire, quand il est enseigné, certes, on en est détenteur, mais retransmettre juste quelque chose qu'on a reçu, c'est pas ça, rayonner sa propre lumière. Rayonner sa propre lumière, c'est recevoir un enseignement, en faire quelque chose, aller au-delà, y mettre sa patte, quoi, sa singularité, son style. Et là, il y a quelque chose de neuf, en fait, qui jaillit. Et c'est ça rayonner, en fait. Et quand il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui jaillit, là, tout d'un coup, on crée quelque chose qui a de la valeur pour soi et qui potentiellement peut avoir de la valeur pour les autres. Bon, on reparlera de ce processus, de ce mécanisme. Ça, je l'ai compris un petit peu plus tard quand j'ai animé pendant assez longtemps des ateliers Ikigai. Mais on revient à notre épisode d'aujourd'hui. Et ce qui m'anime profondément, vraiment que les femmes puissent avoir le temps, en fait, de s'adonner, on va dire, à leur passion créative, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme de leur créativité, parce que il y a un socle d'épanouissement personnel là-dedans et potentiellement professionnel aussi. Pourquoi je fais ça ? Je ne suis pas coach business du tout. D'ailleurs, je ne suis pas coach du tout, je suis formatrice, je suis créatrice de mobilier et accessoires en carton. J'ai une formation aussi en tant qu'astrologue, donc c'est vrai que ça me permet aussi de comprendre
les cycles de la vie, de l'univers, et de comprendre aussi la psychologie humaine, parce que l'astrologie, c'est pas un truc de divination, c'est quelque chose qui est profondément psychologique. D'ailleurs, quand on lit tout un tas d'autres bouquins, d'autres courants, on comprend bien que l'astrologie, c'est un langage symbolique, et ce ne sont que des métaphores, en fait, qui permettent de comprendre les différentes composantes de la psyché humaine. Ni plus ni moins. Donc en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces compétences que j'ai qui font que, aujourd'hui, peut-être que dans ma posture, en effet, parce que je questionne en fait les gens en face de moi, je peux avoir une posture de coach, mais je ne dis pas que je suis coach, puisque c'est pas le fondement en fait de mon activité. Mais pourquoi je fais tout ça ? C'est parce que à travers mon histoire et à travers mon vécu, je souhaite tellement que les femmes puissent retrouver leur souveraineté, que les femmes puissent s'émanciper, que les femmes puissent être autonomes matériellement, financièrement, et que être en couple, être avec un homme, on est loin du sujet, l'entrepreneuriat, mais en fait vous allez voir que tout est lié, que être en couple, être avec un homme doit vraiment être un choix et pas une nécessité. Pourquoi ? Parce qu'à partir de qui elles sont, à partir de la valeur qu'elles ont en elles, eh bien, elles s'autosuffisent quelque part. Voyez, c'est pas parce que il s'agit pas d'être en couple pour pouvoir accéder à un logement, d'être en couple pour pouvoir accéder à une vie matérielle. Non, c'est aujourd'hui, en tout cas, moi, ce qui m'anime profondément, c'est de dire, mais on peut accéder à cette autonomie-là, nous seuls. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre les hommes ou n'importe quoi. Non, moi j'ai beaucoup d'affection pour les hommes, pas tous les hommes. Il y en a, je les regarde, je dis mais où sont les vrais hommes ? Il y en a. Et merci messieurs d'être représentatifs, d'être une belle représentation, on veut dire, de la gente masculine. Montez le son s'il vous plaît, montez le son, montrez-vous et remontrez la voix. Montrez la voix à toutes ces âmes qui sont égarées. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, choisir un homme, choisir avoir quelqu'un dans notre vie, ça doit être un choix, un plus. C'est quelque chose qui fait qu'on on va avancer ensemble dans la vie, qu'on va grandir ensemble dans la vie, mais que ça ne doit pas être un choix de nécessité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes parce que ça fait résonance avec ma propre histoire et à tout ce que j'ai vécu finalement. Et tout ce que j'enseigne, créer son mobilier et accessoires en carton, c'est pas juste créer du mobilier et accessoires en carton. C'est vous dire, mesdames, vous avez accès à ce qu'on appelle, mon formateur me disait, c'est la menuiserie des femmes. Pourquoi ? Parce que le carton est léger, parce que c'est une matière qui est beaucoup moins dure que le bois, donc c'est très facile à travailler. Et que, en ayant ce savoir-faire, en investissant dans ce savoir-faire, mais la matière première, déjà autour de nous, elle est gratuite. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais que on peut se meubler quasiment gratuitement. On peut donner un style, et pas n'importe quel style. C'est, je vous enseigne pas quelque chose pour vivre dans un boui-boui. On fait du mobilier de style Louis XVI en carton. C'est-à-dire qu'un banal appartement, on peut le transformer en petit Trianon. Pourquoi ? Parce que ce savoir-faire, il dit, mesdames, vous méritez le meilleur, vous méritez le plus beau. C'est ça que j'enseigne à travers ce savoir-faire. C'est quand on investit dans une formation, chez moi, que ce soit un atelier, un accessoire, mobilier carton, c'est un acte d'amour de soi, ni plus ni moins. Vous savez, moi j'ai développé ce savoir-faire au moment où tout s'écroulait dans ma vie. J'étais en plein divorce parce que voilà, mon histoire familiale a fait que je ne voulais pas de pension alimentaire, je ne voulais pas monnayer mes enfants. Mais du coup, j'avais rien, quoi. Mon entreprise, que j'avais même pas lancée encore. J'étais sur le point de la lancer. C'est dire que je devais avoir une foi en moi, en l'univers. De toute façon, j'ai été guidée. On l'a vu, il suffit de reprendre le premier épisode de mon podcast. J'ai vraiment été guidée par les dieux, mes anges gardiens, enfin tout ce qu'il y avait pour que mon entreprise marche tout de suite. Mais
En même temps, j'ai pas fait 10 000 euros de chiffre d'affaires hein, tout de suite. Ce savoir-faire m'a permis de créer un environnement, un cocon pour moi et mes enfants qui était chaleureux et à notre image. Et vous savez, ça commence par ça. Parce que être autonome matériellement, financièrement, ça nécessite pas forcément de gagner 3 000, 5 000 euros par mois. Ça nécessite d'avoir des ressources qui tombent régulièrement pour payer le minimum, hein, nos charges à vivre, et d'avoir peut-être des compétences qui évitent peut-être d'acheter un meuble ou des accessoires qui coûtent peut-être pas forcément très cher, mais en tout cas un budget qu'on n'a pas nécessairement avec les ressources qu'on a actuellement. Donc je le dis, je vous le dis, développer des compétences, des savoir-faire, c'est tellement précieux. Et regardez la suite logique, parce que aujourd'hui je vous dis, Mobilia dell'Arte, aujourd'hui c'est Mobilia dell'Arte 10.0, parce que c'est plus juste ça. J'ai créé dans le temps après le cercle des causeries créatives. Dans ce cercle des causeries créatives, on travaille notre relation au temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, enfin c'est plus que compris, j'ai intégré. Mon rythme de vie aujourd'hui n'a rien à voir avec tout ce dont je vous parle aujourd'hui. Mais j'ai compris que avoir du temps pour soi, et le prendre, c'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est vraiment un temps où on prend le temps de dire qui je suis, quelle est ma valeur, quelles sont mes valeurs, à quoi j'aspire vraiment dans ma vie, comment je peux le nourrir, concrètement avec les ressources que j'ai, comment je peux faire, comment je peux le mettre en place. Et dans ce cercle des causeries créatives, je dis toujours que l'activité n'est pas une fin en soi, c'est que oui, on prend du plaisir dans ce temps à créer des choses pour nous. C'est un moment, c'est une respiration, mais vous n'avez pas idée aussi de tous les petits et grands savoir-faire que je transmets, je partage, parce que à travers ces savoir-faire, je sais que c'est des choses que vous n'achèterez plus. Dans ce cercle des causeries créatives, il va avoir 6 mois d'existence. Il se remplit, le contenu en fait s'enrichit à chaque fois pour que on aille de plus en plus vers le fait maison. Déjà parce que en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Au niveau des ressources financières, ça demande beaucoup moins d'argent, le fait maison. Par contre, oui, ça demande du temps. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais en fait, dans ce cercle des causeries créatives, oui, on vit au rythme des saisons, on favorise le fait maison, mais en fait, on change complètement de paradigme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est tout l'univers que je suis en train de vous décrire, cette difficulté, le travail est dur ou n'importe quoi. Alors, c'est valable dans ma vie entrepreneuriale et pour beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est valable pour des personnes qui sont salariées aussi, ou pour des personnes d'ailleurs qui sont peut-être même pas salariées et puis qui ont l'impression d'être juste corvéables à la merci des désirs de tout un chacun du foyer, mais finalement il n'y a aucune reconnaissance, on va dire matérielle, financière derrière, hein. Les femmes au foyer, bon après il y en a plein qui vivent très très bien cette condition de femme au foyer, et je le comprends parce que je sais que quand on est auprès de ses enfants, quand on a à cœur de tenir, on va dire, son foyer, d'en faire un cocon chaleureux, moi je sais que c'est quelque chose auquel j'aspirais parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais en même temps, je vois à travers mes expériences que s'en remettre à un homme, à un conjoint pour sa sécurité matérielle et financière, c'est soit un acte de foi, et tant mieux parce que ça marche pour certains couples, pour quelques couples. Je ne sais pas si je peux dire beaucoup de couples, en tout cas j'en vois, il y en a. Mais c'est aussi pour moi un grand danger, quoi. Et quelque part, pour moi, je me dis, mais de siècle en siècle, l'histoire ne fait que se répéter. Je ne suis pas féministe pour dessous, hein, pas du tout, du tout. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce mouvement des femmes qui je trouve, ont tué leur propre féminité. Elles ont tué le féminin en eux. En fait, ce sont devenus des hommes blessés, blessants. Et les hommes, d'ailleurs, ont perdu leur place face à ces femmes qui sont devenues des hommes. Donc, je crois, voilà, je ne suis pas du tout féministe pour dessous. En revanche, je sais aujourd'hui qu'il est possible
de cultiver ce féminin en soi, c'est-à-dire d'être la gardienne du foyer, d'être celle qui crée de ses mains, de celle qui est gardienne du temps aussi, celle qui apporte une certaine douceur de vivre à elle d'abord, mais aux siens, aux membres du foyer, sans renier, sans mettre de côté la possibilité, la nécessité d'être autonome matériellement, financièrement. Et ça, je vous dirais aujourd'hui que c'est le message que je veux porter à travers mon entreprise. Je ne suis pas juste créatrice de mobilier et accessoires en carton. Il y a une autre histoire derrière ça. Et cette histoire, c'est celle que je suis en train de te raconter. C'est l'histoire de la souveraineté retrouvée des femmes, quelles qu'elles soient, en couple, seules, entrepreneurs, salariés, au foyer, peu importe. C'est la souveraineté des femmes retrouvées. Bon, bref. Je suis partie loin, mais finalement c'était nécessaire, je pense que c'était le bon moment. On pourrait clore cet épisode en se disant que finalement c'est pas le décor ni les personnages qu'il faut changer, on se rend bien compte que pour qu'il y ait un profond changement, et tu vas le voir à travers mon histoire, pour qu'il y ait un profond changement, c'est la structure même du récit, du scénario qu'il faut changer. Et ça n'a pas été une mince affaire pour moi, pour ça que mon voyage héroïque, mon voyage entrepreneurial, mon envie de rentrer à la maison à Tours, en ce moment, c'est un vrai désir en fait. Quand je le dis, je sens là, j'ai une ouverture du cœur, c'est mon âme qui m'appelle à rentrer à la maison. J'ai plus besoin de fuir, je rentre chez moi, mais pourquoi ? Parce que j'ai vécu une telle transformation. Donc, tant qu'on ne se donne pas la permission de ralentir, de nourrir d'autres sphères de notre vie et qu'on reste donc du coup dans une quête de performance, même quand elle peut être, vous voyez, déguisée en liberté, ce sommet de la liberté, on se rend compte que rien n'a changé, mais qu'en fait, à ce stade, j'avais rencontré mon mentor et c'est là que tout allait commencer. Donc oui, ce changement de décor, ce changement de personnage, d'acteur, a été une étape clé. Parce que sans le savoir, j'ouvrais une porte vers un tout autre modèle entrepreneurial. Et plus encore, vers un autre rythme de vie, donc plus lent, plus vivant, plus aligné, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il a fallu que je rencontre d'autres mentors qui n'étaient pas des hommes ni des femmes, mais on s'en parlera dans les épisodes prochains. Dans le prochain épisode, on va déjà voir que je passe le seuil, je vais rentrer dans ce qu'on appelle le monde extraordinaire, qui est opposé au monde ordinaire que je connaissais. Et là, je rentre totalement dans un monde inconnu. Et au-delà de mon entreprise qui allait être transformée, la transformation profonde en moi allait commencer. Mais est-ce que j'en avais conscience à ce moment-là ? On découvrira ça la semaine prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans le hameau de la Reine. Si ce podcast a éveillé quelque chose en toi, pense à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager avec une amie qui rêve, elle aussi, d'un quotidien plus beau, plus doux, plus créatif. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, de t'inspirer, de créer à ton rythme et de tisser des liens avec d'autres femmes qui transforment leur vie une création à la fois, je t'invite à rejoindre le Cercle des Cosy Créatives, mon espace d'abonnement en ligne pour cultiver ensemble une vie somptueuse en harmonie avec les saisons. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et d'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi, ton plaisir est sacré, il est la source de ton pouvoir créateur.